Bon midi tout le monde sur Radio Dan Pilon Live. C'est la grande première aujourd'hui et j'ai la grande visite pour l'occasion. Je suis avec monsieur, d'abord et avant tout, monsieur Samuel Grenier. Salut Sam, ça va bien? Bon midi Dan. Oui, ça va bien, merci et bon midi à tout le monde qui nous écoute. Quelques petits problèmes techniques pour la première, mais regarde, c'est parce qu'il n'aura pas de facile, hein? Des choses qui arrivent, là, l'ajustement. C'est déjà bon que tu sois capable de créer ça, une radio, en si peu de temps et puis être en direct là, par la suite. Alors, je te lève mon chapeau. Les paramètres, il y en a. Je paramètre, mais je ne suis pas si maître que ça. On a aussi comme invité de marque Mme Julie Lévesque. Salut Julie. Salut les gars, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Pour ma part, je me remets tranquillement de lundi. Oui, t'as quoi? T'as pas célébré, il n'y avait pas grand-chose à célébrer lundi soir, hein, finalement? Ben écoute, disons que j'ai noyé ma peine. On va aller voir si notre prochain invité a noyé sa peine. On a Claude Gélina, mesdames, messieurs, avec nous. Alors, salut Claude Gélina, ça va bien? Oui, merci beaucoup Dan. Bonjour Samuel, bonjour Julie. Une journée dans laquelle on va retrouver beaucoup de soleil et beaucoup d'informations. Ça va être une première qui va avoir du rock, qui va être le fun. Yeah! Alors, c'est le fun de voir des gens pépés comme ça. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et je vous remercie de votre patience parce qu'à cause des petits pépins techniques. Mais bon, on en est venu à bout. Là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'élection de lundi soir. Et puis, je vais y aller tout de suite avec celui qui est à côté de moi, donc à ma droite à l'écran. Alors, lui est là, Samuel qui est là. Alors, on voit pas ma main. Non, comme ça. OK. Oui, c'est ça. Mais ça, radio, ils ne peuvent pas voir la joke. Donc, Sam, donne-nous tes impressions, la brûle pour point comme ça, sur lundi 3 octobre. Ben, beaucoup de déception, mais en même temps, il faut reconnaître que le mouvement est en marche. Il faut comprendre qu'il y a eu 3 partis qui ont énormément perdu et 2 partis qui ont énormément gagné. Je parle de la CAQ et du Parti conservateur et je pense que dans l'avenir, on va voir vraiment la droite et le centre gauche, peut-être le milieu à s'affronter parce que ça démontre qu'on n'est pas tous d'accord avec tout ce qui se passe. Mais il faut le reconnaître. Il y a 2 partis avec des idéologies très différentes et qui vont s'affronter dans le futur. Et puis, voilà. Donc, je pense qu'avec ce qu'on a connu, il va se passer de quoi dans les prochains temps parce que ça n'en restera pas là. Ça, c'est certain. Étais-tu fâché avant de laisser la parole à Julie? Étais-tu fâché lundi soir? Comment c'était en Très déçu du comportement des Québécois. Je peux pas croire que les aînés ne sont pas solidaires à la cause des jeunes. Sont pas solidaires aux prochaines générations. J'étais très fâché contre les Québécois, beaucoup plus que les partis politiques. Parce que les partis proposent des choses. Tu n'es pas obligé de les manger. Hein? Quand tu vas au buffet, tu n'es pas obligé de tout manger le buffet. Mais là, il y a des gens qui se gavent, il y a des gens qui se sont gavés dans le passé, et ces gens-là en redemandent encore, en sachant très bien tout ce qu'on a fait subir. Même, je ne les ai même pas trouvés corrects, fair play, avec les gens de leur propre génération qui sont dans les CHSLD ou qui ont besoin d'aide au niveau médical et ces choses-là. Je ne les ai même pas trouver corrects avec les gens de leur propre âge, du même âge qu'eux, de la même génération qu'eux, qui ont besoin qu'on les défende. Alors non, j'étais très, très, très déçu, je ne m'en cache pas. Je pense qu'il y a un problème d'éducation au Québec au niveau politique. Et puis, ça presse parce qu'ils ont pris le contrôle de l'Assemblée nationale et c'en est dangereux là, parce que ces gens-là réfléchissent vraiment pas aux autres. On va aller voir ce que Julie en pense, surtout que Julie, elle peut pas rester avec nous autres une éternité. Alors toi, Julie, à part que tu as noyé ta détresse lundi soir, qu'est-ce qui s'est passé là, entre ta lucidité et la noyade de ta détresse? Écoute, là, je suis comme à mi-chemin vers le retour de la lucidité. Non, écoute, bon, évidemment, c'est très décevant, les résultats. Bon, moi, je dois admettre que ce système-là, je n'y crois plus depuis très longtemps. Et puis, on a vu, là, avec les résultats,
ce que ça donne. Je veux dire, ce n'est pas du tout le reflet. Les gens qui se retrouvent à l'Assemblée nationale, c'est pas du tout le reflet de ce que pensent les citoyens et de ce que veulent les citoyens. Ça, c'est clair, net et précis. Là, depuis le lendemain des élections, on n'arrête pas de parler de réforme du mode de scrutin. François Legault, étonnamment, hein, lui qui voulait réformer le mode de scrutin, a changé d'idée. Puis là, il dit que c'est juste une affaire d'intellectuels. C'est juste des intellectuels qui pensent à ça. Premièrement, je ne savais pas que François Legault avait jadis été un intellectuel. C'est une grosse nouvelle. Il vient de le déclarer, là. C'est ça que tu dis? Ben, écoute, dans un article de Radio-Canada, là, ça dit que François Legault dit que tout ça, c'est une histoire d'intellectuels. Il l'a dit clairement, là, j'ai vu l'extrait vidéo, là, il y a 4 ans, je pense que c'est avant d'être élu, ou bien le jour qu'il a été élu, il a déclaré clairement là, que le scrutin allait changer. Ouais, c'est ça. Mais là, il dit que c'est une affaire qui intéresse. Ça intéresse pas la population à part quelques intellectuels. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont déçus de voir que, je veux dire, il y a eu quand même c'est quoi, c'est 4 partis qui ont eu environ 15% des suffrages. Et puis, tu sais, même si Québec solidaire a eu plus de votes, ils ont beaucoup moins de représentants. Le Parti conservateur qui a 0 représentant, alors que si on avait eu un mode de scrutin proportionnel, il y aurait eu 10 élus. Écoute, faut se poser des questions. Moi, je pense qu'il faut vraiment ouvrir le débat là-dessus puis permettre aux gens de s'exprimer là-dessus. Pourquoi ne pas avoir peut-être un référendum sur le mode de scrutin? S'il dit que ça n'intéresse pas les Québécois, il faudrait peut-être leur poser la question avant de présumer que ça les intéresse pas. Parce qu'on va rappeler aux gens que si c'était un scrutin proportionnel sur 100, admettons 100 députés là, pour pas se casser la tête, Legault aurait 41 députés, Duhem en aurait 13, et puis le Québec solidaire, je pense, combien est-ce qu'ils ont eu en pourcentage, Québec solidaire? Claude, je pense qu'il y a une réponse à ça. Moi, je ne me rappelle pas des chiffres exacts. Mais c'est ça. Donc, vous comprenez l'idée. Là, Legault se retrouve avec 88 députés. Et puis, dans le fond, il se retrouve avec 70 ou 72% des députés de mémoire, mais il y a juste 41% des votes. Donc, ça ne fait aucun sens. Claude Gélina, vas-y, à toi la parole. Merci. On a assisté à une campagne électorale qui, à mon sens, était plutôt tiède. Donc, la soirée électorale, je la pensais potentiellement beaucoup plus longue, mais elle a été tellement courte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient été à la salle de bain pour commencer à écouter à 20h. Ils se sont rendus compte qu'à 20h08, 20h10, le sort était scellé. On a eu des enveloppes de gens qui ont voté soit par anticipation, soit par la poste, soit hors Québec. Mais il y a quelque chose qui a été compté. Et à partir d'environ 37% de comptage, certains algorithmes, des modélisations, des projections, des analyses, peut-être un mélange de tout ça, a fait en sorte que les Québécois se sont fait annoncer qu'il y avait un parti qui était en tête, et c'était la CAQ, et qu'il était même couronné gagnant si la tendance se maintenait. Beaucoup de personnes ont pris ça personnel parce que la campagne donnait à penser qu'il y aurait une diversité de points de vue qui pourrait s'exprimer au moment du scrutin. Et on se rendait compte que cette diversité-là ne se reflèterait peut-être pas dans les députations. Et puisqu'il est question de représentativité, on se retrouve avec une situation où peu d'entre nous se sentent représentés. Oui, la continuité est là, mais c'est une continuité qu'on ne voulait pas. Je connais personne autour de moi qui dit « Mon Dieu, vite ramener les mesures COVID ». Au contraire, on veut vraiment pas que ça revienne et que ce soit des mesures monkeypox ou n'importe quoi d'autre. On les veut pas, ces mesures-là. On veut un retour à une forme de raison. Il faut que le discernement gagne au-dessus des agendas. Tu sais, pas plus tard qu'hier, en date du 4 octobre, la France, la présidente le nouveau comité COVID là, qui a remplacé le comité scientifique, je pense que ça s'appelle COVARS ou un truc du genre, j'en parlais ce matin. Elle a commencé, elle dit qu'on recommence à étudier pour le port du masque. C'est comme s'il avait attendu le Québec
Écoute, le 4 octobre, la France recommence à parler du masque. Moi, je suis renversé. Sam, tu as hâte d'aller faire ton épicerie avec ton masque? Bon, là, il faut comprendre que c'est McKinsey qui tient la plume en France également. Donc, un de leurs clients s'appelle le gouvernement du Québec. Un autre de leurs clients s'appelle producteur d'élixir. Un autre de leurs clients s'appelle la France. Alors, à un moment donné, c'est que ces gens-là, c'est pas beaucoup de personnes pour gérer autant de personnes. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont plus besoin de prendre l'avion pour se rencontrer, pour déterminer maintenant un plan un plan de mesure. C'est très facile. C'est très facile pour quelqu'un qui est au Québec de dire, moi, je suis ton client. Avant de faire peur au monde, là, tu vas attendre le 4 octobre, là, parce que si tu veux continuer à facturer 35 000 $ par jour, ben moi, pour demeurer ton client, il va falloir que tu sois sur le break avec tes nouvelles mesures et puis attendre qu'on soit réélu. Il faut comprendre là que c'est encore plus facile pour eux autres de remettre des mesures qui ont déjà été offertes, suivies. Et il ne faut pas oublier, il y a 175 000 personnes de plus qu'en 2018 qui ont voté pour le gouvernement de la CAQ, alors qu'on croyait que la CAQ perdait des appuis. Il est en train d'en gagner. Il y a 175 000 personnes qui sont allées voter de plus cette année qu'en 2018. Et des gens qui ont voté en plus, au total, je pense que c'est 80 000 ou 90 000. Il y en a qui décèdent, puis il y en a qui ont l'âge de voter. Et puis, il y a des nouveaux arrivants, il y a un mélange de tout. Mais il y a eu 80 ou 90 000 personnes de plus qui ont voté au total au Québec. On est à peu près au même 66 %, mais la population a monté un petit peu. Mais la CAQ, il y en a eu, comme tu dis, combien? 180 000 de plus qu'ils ont eu de vote? Ils disent, eux autres, 167 000, là, pour être juste, là, 167 000 de votes de plus pour la CAQ. Et puis, 470 000 de plus pour le Parti conservateur. Ça a été pris, ça, dans 3 partis, entre autres, le Québec solidaire, Parti québécois, puis Parti libéral, qui ont vu leur appui descendre d'à peu près de 500 quelques mille. Donc, en tout là, les 3, dont le Parti libéral qui a perdu 410 000 votes. Moi, d'après moi, ce que j'ai analysé, j'en ai parlé ce matin dans mon direct, c'est que d'après moi, la CAQ a perdu à peu près 250 000 votes aux mains du PCQ. Ils ont dû en ramasser à peu près 300 000 directement du PLQ, un autre 50 000 du PQ, un autre 50 000 de Québec solidaire, et un autre, les petits partis aussi ont été moins populaires. Là. En tout cas, bref, ça donne à peu près le 170 180 000. Là. Je suis peut-être pas exact, mais il y a eu un déplacement. Là. Le PLQ a perdu 400 000 votes. 410 000, je pense que je l'ai ici, le chiffre 410 000. Exact. Oui, et puis le PQ, 85 000. Donc, Éric Duhaime, là, il est allé chercher ses votes un peu partout, mais je pense qu'il y a beaucoup de caquistes. Moi, je sais, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui avaient voté pour la CAQ et qui ont dit je me suis fait pogner. Alors, Julie, c'est quoi ton analyse, toi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben écoute, premièrement, moi je vais faire comme d'habitude, je vais blâmer les médias, hein, qui ont vraiment été très très biaisés dans leur couverture. Je veux dire, c'est très clair que Éric Duhaime était la cible de tous les médias. Je vais prendre juste par exemple récemment, il y a eu une vidéo qui a circulé avec Anthony Cavana qui déplorait le fait qu'il n'y avait pas de débat au Québec. Et c'est Marie-Louise Arsenault, je pense, la journaliste qui était là, qui lui a dit « Mais écoutez, là, vos publications, il y en a même qui ont été reprises par Éric Duhaime, là. Qu'est-ce que ça vous fait, ça? Mais pourquoi ça devrait lui faire quelque chose? » C'est quoi juste dans l'attitude, si ça avait été repris par d'autres politiciens, ça aurait été correct, mais parce que c'est repris par Éric Duhaime, c'est un problème. Pourquoi Éric Duhaime est un problème aux yeux des grands médias? Je veux dire, ça ne devrait même pas transparaître. Il ne devrait pas y avoir de discrimination ou visiblement de partialité des médias envers les chefs de partis. Or, on a vraiment ciblé Éric Duhaime. Il a été la cible de toutes les attaques. Bon, il y a eu quelques attaques envers Legault aussi, mais c'était principalement Éric Duhaime qui représentait, mon Dieu, c'est comme si Éric Duhaime représentait un groupe terroriste, là, presque. Là.
Et donc ça, c'est très grave et ça, il faut que ça change absolument. Donc, les médias, premièrement, c'est ça, ils ont fait une job de merde. Moi, j'ai une question. J'ai envie de te poser une question. Besoin d'affichage pour ton entreprise ou besoin de pimenter ta déco? Viens visiter novographie.com. Expert en lettrage et impression grand format. Également espacemural.com, spécialiste en murales auto-adhésives. Les savons Evie, fiers fabricants québécois de produits nettoyants de qualité depuis 1981. Ils ont tous les outils pour nettoyer les véhicules, les mains, les vêtements, les vitres et bien plus. Pour plus d'informations, savons avec un S, Evie, EVY.com. Les savons Evie se feront un plaisir de vous servir. Solage acrylique Christian Desrochers, en affaires depuis 15 ans, mais surtout 20 ans dans le domaine. Spécialisé en matière de finition et réparation de béton en acrylique, de solage et balcon. Nous faisons la remise à neuf de balcon avec antidérapant et choix de couleurs à l'infini. Un choix de texture aussi pour le solage, ainsi que époxy pour garage et ferme. Tous les produits sont garantis pour un minimum de 5 ans et tout ça avec minutie et l'amour du métier. Pour information, 450-502-0896. Zanimaux, des produits naturels faits au Québec pour la santé et le bien-être de votre animal de compagnie. Zanimaux, des soins pour la vie. Visitez-nous sur zanimaux.com avec un Z et un O. Vous avez besoin de conseils concernant les placements, les assurances ou encore les solutions bancaires? Contactez Charles-Alexandre Trudeau, conseiller en sécurité financière au gfmomentum.ca ou par téléphone au 1-800-824-9652. Sortimage, pour tous vos besoins en imprimerie numérique ou offset, affichage grand format et vêtements ou articles promotionnels. Également, service de graphisme. Nous servons fièrement les entreprises depuis 1984. Sortimage, pour l'expérience, la qualité et le service. Visitez-nous au www.sortimage.com. Quand Sophie Thibault ou Paul Larocque le reçoit comme un chien dans un jeu de quilles, le laisse pas répondre, le bombarde, essaie de le coincer sans arrêt, le fidèle de TVA ou de Radio-Canada, est-ce qu'il se laisse tromper? Et puis, moi, j'ai l'impression, là, je vais répondre à ma question, moi, j'ai l'impression que ça altère la perception de l'auditeur moyen. Absolument. Absolument. Et qui voit Duhem de... C'est un art interviewer quelqu'un tout croche pour le faire mal paraître. Est-ce que je me trompe? Ben écoute, moi je pense que tu as tout à fait raison. Puis je vais te donner juste un exemple. J'ai parlé avec quelqu'un qui est proche de moi de justement la couverture médiatique. Je disais qu'il y avait énormément de censure sur Facebook. J'expliquais que moi-même j'avais été censurée et la personne n'était pas au courant qu'il y avait de la censure. J'y parlais de toutes sortes de choses qui sont pas diffusées dans les médias et puis la personne était étonnée. Mais c'est ça, ces gens-là, quand ils ne font que suivre TVA ou Radio-Canada ou la presse, ils ont l'impression que de un, il n'y a pas de censure, que oui, il y a des débats et que ben oui, il y a des gens qui sont évacués, si on veut, ou qu'on évite d'interviewer parce que ben écoute, ils méritent juste pas d'être interviewés, c'est des fous, hein? Et Éric Duhem, dans la tête de bien des gens, c'est comme un Trump. Mais la vision qu'ils ont de Donald Trump, elle a été, elle aussi, complètement distorsionnée là, par les grands médias. Et ce que j'expliquais à la personne, c'est, je dis, écoute, Trump, c'en est un. Je dis, on a diabolisé un paquet de gens. Je veux dire, des gens, là, des scientifiques, des profs d'université, je veux dire, de tous les horizons, là. Et je veux dire, il y a des psychologues, que ce soit des psychologues, des monsieur, madame, tout le monde, les gens qui critiquaient le discours dominant ont tous été diabolisés dans les médias. Et c'est ça, quand j'ai dit Trump, c'en est un aussi qui a été diabolisé dans les médias. Et la personne m'a répondu, ah ben là, j'ai de la misère à te croire, par exemple. Je dis, ah ouais, pourquoi? Est-ce que tu as déjà écouté un seul de ses discours? Et la personne ne savait pas quoi répondre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais écouté un seul de ses discours. Donc, les gens qui ont cette vision d'Éric Duhem comme étant un Trumpiste et puis un ci, un ça, est-ce qu'ils ont réellement pris le temps d'écouter ce que Éric Duhem avait à dire ou ils ont simplement regardé des entrevues avec Éric Duhem où on le fait passer pour un sale méchant? C'est la question que je me pose. Et une dernière chose après ça, je me la ferme. Fraude électorale, j'ose croire qu'il y a eu de la fraude électorale parce qu'il y a des gens qui sont arrivés pour voter et ils ont dit que on avait déjà voté par anticipation en leur nom.
Donc, il y a eu beaucoup, on le sait, les médias en ont parlé abondamment, du fait qu'il y avait eu vraiment beaucoup plus de votes par anticipation cette année que les années auparavant. Donc, moi, j'ose lancer la question, y a-t-il eu fraude électorale? Parce que c'est pas seulement qu'une personne. Moi, j'ai entendu plusieurs personnes qui ont dit qu'ils sont arrivés pour voter et puis qu'on avait voté à leur place. Première chose. Deuxième chose, dans les CHSLD, il y a quelqu'un qui s'est présenté pour aller faire voter son parent, pour aller l'aider à voter parce que son parent est en perte d'autonomie. Et son parent est arrivé dans l'urne. Au départ, le parent ne voulait pas voter. Et là, finalement, la personne l'a convaincu que c'était important d'aller voter, tout ça. Et la personne est arrivée dans l'urne, puis elle a dit, là, il faut que je vote le 3. Tu votes le 3. Et le 3, c'était la CAQ. Mais qui lui a dit de voter le 3? Il y a quelqu'un qui lui a dit de voter le 3. C'est comme si elle suivait des instructions généralisées. Des instructions, exactement. Donc, informez-vous à savoir si vos parents qui sont en perte d'autonomie, si on les a influencés à voter pour le 3, à voter pour la CAQ. Et puis, si vous avez des histoires de fraude électorale, moi, ça m'intéresse, là. Des gens qui ont pas pu voter ou qui ont voté, mais qu'on leur avait dit qu'il y avait eu un vote qui avait été fait en leur nom, là. Parce que moi, je trouve ça très inquiétant. Avant que tu quittes, je vais te demander, tu parles des médias mainstream, mais les médias sociaux, as-tu noté quelque chose avec la campagne électorale du Québec? Dans les médias l'algorithme, moi, j'ai vu quelque chose. Hein. Moi, je peux te dire, quand j'écrivais Legault ou que j'écrivais la CAQ ou que il y avait certains mots sensibles que, oups, le post écrit, la publication écrite, dis-je, était très peu vu, très peu populaire comparé au même gars qui fait des écrits sur la même page. Écoute, moi, je peux te parler de mon Facebook à moi. Avant le convoi, j'avais vraiment beaucoup de likes et de partages. Et la journée avant que je quitte pour le convoi, pour aller couvrir le convoi à Ottawa, ben, j'ai été bloquée 30 jours par Facebook pour une connerie, là. C'était vraiment une connerie, là. C'était inacceptable, là. J'ai essayé de me défendre, mais bon. Donc, c'est clair. Et depuis ce temps-là, je veux dire, mes likes, mes partages, il n'y en a presque plus. C'est clair. Les gens me disent, je suis abonné à ta page, je ne vois pas quand tu publies des choses. Mais dans la campagne électorale, tu n'as pas noté un changement, là. C'est sûr qu'il y a du shadow ban. Ça, c'est officiel. Tous ceux qui ne suivent pas le discours dominant, là, il y a vraiment un problème de shadow ban. Ça, je pense que c'est généralisé, là. Donc, j'imagine que c'est la même chose pour les... On est coincé partout. Ouais. Tu restes encore avec nous, Julie, ou faut que tu quittes? 5 minutes. Je vais écouter. Disons, je vais rester jusqu'à 1 heure. OK, vas-y, Claude. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, les médias sociaux, les médias mainstream dans l'histoire? Les grands médias, que ce soit du Québec ou d'ailleurs, ont des intérêts qui sont les leurs. Alors que le peuple a l'intérêt souvent d'aller vers soit la vérité ou soit le plus d'informations possible permettant d'aller vers la vérité. Il arrive que si je regarde de l'extérieur les grands médias, ce que je vois, c'est comme des rideaux devant une fenêtre. Mais le peuple, c'est le soleil qui brille. Alors, ils vont essayer de mettre le rideau un peu partout sur la fenêtre, mais il y a tout le temps de la lumière qui sort par en haut, par en bas, puis ils sont jamais capables de les fermer comme il faut, les rideaux. Il y a tout le temps de la lumière qui sort. Puis j'inviterais les gens à faire preuve de discernement, à reconnaître ce qui brille déjà en eux. Ils vont voir instinctivement la lumière. Et il ne faut pas concentrer sur le rideau. Le rideau fait l'affaire de ceux qui veulent l'ombre, puisqu'à l'ombre, il peut se passer des choses qui ne se passent pas à la lumière. D'où l'importance pour certains grands médias d'amener des narratifs d'humiliation, des narratifs de cours d'école, mais qui sont amenés dans un contexte qui se veut sérieux, mais lorsqu'on prend de la distance, lorsqu'on applique un raisonnement plus posé, on voit que ce n'est pas la vérité qui est transmise, mais bien une vérité teintée. Donc, je dis ça pour les grands médias, ça nous arrive à nous aussi d'avoir nos favoris. Donc, ce n'est pas une condamnation mur à mur, c'est simplement un constat.
Toi, Sam, est-ce que tu penses... Est-ce que, vas-y, Claude, tu peux conclure? Oui, non, je veux entendre ce que Sam a à dire, moi aussi. Non, mais je veux savoir, Sam, si Duhem aurait pas dû y aller plus mollo avec les médias mainstream parce qu'il refusait jamais une invitation et ça n'a pas eu l'air d'être très fructueux là, comme résultat. Ben, Duhem doit parler aux gens. Il doit parler à tout le monde. Il doit parler aux Claudettes. Il doit parler aux Monique. Il doit parler aux Mario de ce monde qui ne le connaissait pas. Duhem performe beaucoup lorsqu'il a le temps de s'exprimer, bien entendu, là, comme n'importe qui. Là. Je veux dire, il a plus de temps pour passer son message. Mais il aurait dû nommer des choses. Tu sais, on peut nommer que lui, c'est une droite économique. La droite telle qu'on la comprend, là, pour le commun des mortels, là, je pense que François Legault, il en a calé des shots. Là. Quand il parle contre les immigrants, là, quand il parle là, de protection, là, c'est de la droite, mais sauf que c'est jamais nommé. Donc, et puis quand il a vu qu'Éric Duhem était pour remplir son autobus de partisans, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est allé un petit peu plus à droite. Il a lâché des calls pour dire non, attendez, là, moi aussi, là, le privé en santé, là, moi aussi, le privé, j'y pense. Là. Moi aussi, je trouve que les immigrants sont peut-être pas corrects, alors qu'Éric Duhem a une vision totalement différente des immigrés où ils peuvent être un apport important, même dans son parti, il l'a démontré, mais certaines choses n'étaient pas nommées et il laissait les médias taguer les trucs. Et, dernière chose, mais il ne faut pas avoir peur de rabrouer un journaliste qui ne fait pas son travail, de lui dire êtes-vous sérieuse, là? La question que vous me posez présentement, c'est de savoir, pour bien comprendre, là, vous voulez savoir si je mets des dépenses de mon automobile dans mon entreprise qui facture des médias pour du travail fait honorablement. Vous êtes en train de me poser cette question-là alors que je viens de parler d'un programme ici pour aider telle structure, pour mettre ça sur pied, pour promettre telle chose. Vous en êtes à poser cette question-là. Est-ce que vous tenez votre crayon, madame? Est-ce que c'est vous qui tenez votre micro? Et là, je pense qu'il aurait aidé sa cause parce qu'on aurait mis des mots, on aurait tagué ce qui était mauvais parce qu'il faut sortir ça. Il y a de très mauvais journalistes, il y a de très mauvais médias et ces gens-là méritent d'être pointés du doigt. Et ils méritent qu'on les sorte de cet environnement-là parce qu'ils ne rendent pas service à personne. On va passer la POC à une bonne journaliste, le top des journalistes indépendantes, à Julie. Julie, j'aimerais ça t'entendre. Est-ce que tu penses que Duhem a fait une campagne parfaite, impeccable, où il y a eu des ratés qui ont fait qu'il n'est pas allé chercher le potentiel qu'il avait d'aller chercher avec son parti? Ben, bonne question. Écoute, moi, de ce que j'ai vu, je veux dire, j'ai pas suivi là, comment dire, de très, très, très près la campagne. Bon, j'ai suivi ça du coin de l'œil un peu. Moi, je pense qu'il a fait une très bonne campagne, Éric Duhem. Maintenant, comment les médias l'ont traité, moi, je pense que c'est là qu'est le problème, parce qu'il aurait pu aller récolter, selon moi, beaucoup plus de votes si les médias avaient fait un travail impartial. Ça, pour moi, c'est clair. Mais il s'est calmé. En deuxième partie de campagne, il s'est calmé. Tu sais, quand ils ont commencé à sortir ses affaires personnelles, des taxes impayées, des factures impayées, son câble, je ne sais pas trop, son Internet. Il y a comme, on l'a senti comme faiblir, on dirait, un peu comme un joueur de hockey fatigué en troisième période, là, on a la misère à le reconnaître. Moi j'ai cru voir ça. As-tu vu ça ou non? Peut-être. Écoute, c'est difficile à dire. Moi, j'ai trouvé qu'il a manqué un peu d'agressivité dans les débats. J'ai trouvé que, honnêtement, je pense qu'il y a eu un peu de lâcheté face à, comment dire, à son groupe de base, hein, à sa base, parce qu'on va se le dire, là, c'est clair que la base politique d'Éric Duhem, c'est des gens qui contestaient les mesures sanitaires. Et c'est comme s'il avait voulu se tenir loin de ces gens-là en abordant pas trop les sujets qui leur tiennent à cœur. Donc, je sais pas. Je trouve qu'il y a eu un peu de lâcheté. Moi, je disais ce matin que
ce gars-là avait le potentiel de dire à tout le monde, levez-vous, on s'en va tous dans la rue. Tu sais que quand on organisait des grosses manifs, il aurait pu être un catalyseur, rallier tout le monde, amener des gens qui sont un peu plus modérés. Là, genre, mais bref, c'est que... Genre la gang de Radio X, les auditeurs, tu sais, Filion, toute cette gang-là. Mais il y avait comme une espèce de division, OK, puis il a embarqué là-dedans, lui. Moi, c'est ça que j'ai senti. Il a embarqué là-dedans je me tiens loin d'eux autres, fait que je ménage la chèvre puis le chou. Puis finalement, regarde, il mange des pissenlits, là. Ben, c'est ça. Moi, je sais pas, mais je trouve que c'est un peu un manque de respect de sa part envers son électorat, parce qu'on va se le dire, c'est nous, son électorat, hein? Éric Duhem, écoute, moi, en 2012, j'étais très anti-Éric Duhem, je ne l'aimais pas du tout. Et là, ben, écoute, là, je le vois très différemment depuis 2 ans, je te dirais. Mais c'est ça, moi, c'est l'erreur, je pense, qu'il a faite de vouloir se dissocier de sa base politique au lieu de la défendre. Hein? Je pense que, mais l'affaire, c'est qu'on a été tellement diabolisés dans les médias que personne veut s'approcher de nous, malheureusement. Au lieu de prendre la défense de ses électeurs et de dire, écoutez, là, ce que vous dites depuis 2 ans à propos de ces gens-là, 1, c'est faux. 2, vous avez pas à vous exprimer, vous leur avez pas donné la chance de parler. Il n'y a pas eu de place au débat. Il aurait pu nous défendre. Et que ça n'aurait pas changé grand-chose. Excuse-moi, là, je m'excuse de couper, mais ça n'aurait pas changé ça n'aurait pas pu être pire que ça, là, s'il avait inclus sa masse. Je sais pas, c'est difficile à dire. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas quelqu'un qui aime faire des prédictions. Mais on n'a pas tous voté pour lui, là. Je m'excuse, mais on n'est pas un demi-million. Il y en a qui n'ont pas voté aussi. Là. Ah oui, on n'est pas un demi-million, là. Moi, je pense qu'on est peut-être plus 1 million. C'est ça que j'ai dit tantôt. Oui. Il y a du PLQ. Il y a beaucoup de gens des PLQ qui est allé vers Duhem. Il y a des gens qui ont voté stratégique aussi, qui savaient qui se disaient, Duhem ne rentrera pas. Moi, je veux juste faire sortir la CAQ. Donc, voilà. Il y a des gens qui n'ont pas été votés de nos rangs. Okay, il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Il y a des gens qui se sont désinscrits. Là. Bon, eux autres, ils ne faisaient pas partie du décompte, mais je veux dire, parce qu'il n'y a pas 1 demi-million de personnes qui appuient, qui sont contre les mesures, quoi que ce soit au Québec. Il y en a plus que ça. Ouais. Sauf que il y en a qui n'ont pas été votés, il y en a qui se sont désinscrits, il y en a qui sont allés voter stratégique contre la CAQ en sachant lequel avait le plus d'emprise pour renverser la CAQ, alors que moi, je m'époumonnais depuis 1 an et demi, 2 ans, depuis EAQ à dire c'est pas juste la CAQ qu'il faut sortir, c'est tous les députés qui ont travaillé, tous les partis qui étaient présents à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas fait leur travail. Il faut les sortir un par un, il faut leur donner leurs 4% en disant dans l'histoire, il va s'être produit quelque chose. On vous met à la porte, puis on remplace l'équipe par du nouveau monde, parce que ça n'a plus d'allure d'être géré comme ça. Mais j'avais tort, parce que les gens, pour 1,7 million en tout cas, valorisent le travail de la CAQ, et 1 demi-million est allé voter pour le PLQ qui voulait imposer l'obligation vaccinale. Ça en fait du monde là, en accord avec tout ça. Là. Puis les autres aussi, les grenailles. Là. Fait qu'on s'est trompé dans nos analyses, dans nos estimations. Mais les gens, il y a beaucoup de gens que ça a fait leur affaire, là, la crise et puis le confinement et tout ça, qui sont très à l'aise avec ça. Là. Ben, parce qu'ils sont très mal informés. Et moi, je dois vous quitter. Oui, c'est bon. Mais je veux juste, mot de la fin. Vendredi, c'est ma première émission à Unicité. Et je vais parler avec Nicole Lebrasseur du PowerShift. Et ça, je vous invite à regarder ce que c'est le PowerShift. Je sais qu'il y a des gens comme Claude. J'ai lu que tu avais beaucoup de questions par rapport au PowerShift. Ben, moi aussi, j'en ai beaucoup. Et je vais discuter de tout ça avec Nicole Lebrasseur vendredi. Et j'aimerais vous recommander ce livre-là, Démocratie, histoire politique d'un mot, aux États-Unis et en France. C'est Francis Dupuy-Derry, un intellectuel pour qui j'avais énormément de respect avant. Là, je sais plus trop. Mais c'est vraiment un livre qui est super intéressant, qui explique c'est quoi ça, la démocratie au juste, et puis nos systèmes sont-ils vraiment des régimes démocratiques? Je vais juste vous lire le dernier paragraphe. On dit alors que la planète entière semble penser que démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, est synonyme de régime électoral, c'est-à-dire la délégation du pouvoir à un petit groupe de gouvernants, toute expérience d'un véritable pouvoir populaire
c'est-à-dire des délibérations sur les affaires communes, se heurtent toujours au mépris des élites. Et je pense que c'est ce à quoi on assiste en ce moment. Alors, donc, merci d'avoir participé, Julie. Et, merci, puis à la prochaine. À bientôt. Bye. OK, bye. Les boys, on va fermer nos micros, puis on va aller faire un petit tour à la pause, encourager les commanditaires. Vous cherchez un moyen efficace pour créer et gérer les formations de vos travailleurs dans votre entreprise? Visitez le paelo.ca. Paelo, l'allié incontournable de vos formations. Mettez du style, du swag dans la garde-robe de vos enfants avec des vêtements de qualité fabriqués en Europe et à prix abordable. Tout ça en magasinant depuis le confort de votre maison sur la boutique en ligne aababyswag.com. Merci AA Baby Swag! Exaucez votre génie et orchestrez vos talents au diapason de vos aspirations. Avec Escience, coaching et leadership, la maîtrise se joue ensemble et l'unicité brille par enchantement. Pour plus d'infos, carolineboivin.com. Enchantez vos réussites. Vous voulez investir différemment? Joël Thibault est dans le domaine de l'investissement depuis 15 ans et spécialiste en placement privé sur le marché dispensé. Il vous offre des opportunités alternatives à ce que l'on retrouve dans les banques et les caisses. Il vous aidera à préserver et faire croître votre patrimoine de façon plus constante, tout en diminuant les risques liés au placement traditionnel. Pour avoir des résultats différents, investissez de façon éveillée. Contactez Joël Thibault au 514-809-2819. 514-809-2819. Vous recherchez une approche personnalisée pour vos besoins en assurance, placement, stratégie financière et fiscale? Jolie M Services financiers est là pour vous. Contribuez à votre réussite financière, personnelle et professionnelle. 514-953-3958 www.joliemsf.com. Ménage HG, entretien résidentiel avec produits bio de qualité. Confiance, professionnalisme et enthousiasme sont les priorités d'Hélène. Appelez-la au 438-409-1582 pour une estimation gratuite. 438-409-1582. Ménage HG pour une satisfaction assurée. On va peut-être avancer dans le futur. Vous m'entendez toujours, oui? On va regarder dans le futur, on va faire un fast-forward. Qu'est-ce qu'on fait comme citoyen à partir de maintenant? Est-ce qu'on continue de faire des posts sur les médias sociaux, de faire des vidéos, de continuer exactement le même pattern? Ou il y a une notion d'implication ou d'abandon? Faut-il abandonner la lutte, Sam, ou l'intensifier? Non, parce que nos idées de droite économique sont déjà rendues à l'Assemblée nationale. Même en étant non représentés, l'idée fait son chemin. Et puis déjà, le gouvernement va être obligé d'ajouter du privé dans le domaine de la santé, par exemple, pour nommer que celui-là. Mais les idées peuvent faire leur chemin. Et puis, il faut continuer. L'exemple du Parti conservateur, c'est un parti qui était à 50 000 adhérents, 50 000 votes, je veux dire, en 2018. Là, il y en a un demi-million. Alors, il ne faut pas lâcher ça. Qu'est-ce qui nous dit que ce ne serait pas 1 million à la prochaine élection? Donc, le travail se fait. Mais si on pense tout régler en une seule élection, évidemment qu'on risque d'être déçu. Donc, moi, je le vois comme ça, comme un cheminement. On prend le mieux, on jette le moins bon, on continue. Mais moi, la droite économique, elle m'intéresse. Et puis, je pense que c'est ce qui va permettre au Québec de s'en sortir. On n'est plus capable de gérer ça en socialiste, là, puis en communiste. Là. On n'est pas capable de faire ça. On n'a pas ces moyens. Là. Toi, Claude, comment tu vois ça? Comme un signal. Un signal parmi une rivière de signaux. Ça enlève... T'es poète un peu, toi. La poésie devrait être dans le coffre à outils de chacun. On l'a en dedans de nous. L'idée, c'est d'exprimer les choses avec un souci de clarté. Puis je le vois à chaque fois que j'ai la chance de sortir de la maison, d'aller rencontrer des gens. Je vois que les gens ont leur propre poésie. Puis c'est une des choses les plus merveilleuses qui nous a manqué pendant justement la crise où c'était très gris.
Alors que lorsqu'on se remet à parler à des gens, lorsqu'on les voit, lorsqu'on voit leur magnifique sourire, là, tout à coup, tout vient en couleur. Il y a des degrés qui sont absolument merveilleux. Donc oui, la poésie, j'encourage tout le monde à en lire, à en dire et à penser un peu dans ce sens-là. Mais la lumière n'a jamais quitté. C'est les rideaux qui ont essayé de fermer, pour reprendre un peu l'allégorie tout à l'heure. Et puis, ça change absolument rien au fait que nous, c'est la lumière qu'on aime. Pas juste la lumière au sens de la métaphore, mais également la lumière de vérité. Et la vérité, c'est que certaines politiques ont été militarisées contre le peuple. Ce faisant, le peuple doit répondre en travaillant à dissoudre ce qui est militarisé contre eux, puisque ce qui est empoisonné va continuer à empoisonner, mais nous, notre leitmotiv, ce qui nous anime, ce n'est pas l'empoisonnement pour affaiblir l'autre, c'est plutôt de lui donner le pouvoir de réaliser son plein potentiel. C'est la raison pour laquelle je sortais sur mon patio il y a 2 ans, puis que je disais Horacio Arruda, François Legault, Christian Dubé, on les veut toutes dans notre gang, mais on veut la version d'eux autres qui est plus contaminée, qui empoisonne plus notre puits. Et puis, je ne sais pas si on est capable d'aller la chercher, puis je ne sais pas si c'est notre job d'aller la chercher. Mais je peux juste imaginer que le plus beau cadeau qu'eux-mêmes pourraient se faire serait de quitter la pièce ombragée où ils se trouvent pour revenir au soleil puis se laisser baigner dans une vérité qui leur ferait, même à eux, un bien absolument incroyable. Et nous, on n'a jamais quitté cette lumière-là. Même si on perd une élection qui a beaucoup de pièces en mouvement, dont je pourrais parler en détail advenant, on n'a, nous, jamais quitté notre désir de vérité, notre désir de lumière, notre désir d'exister en tant que personnes qui voulons l'excellence, la créativité, la culture des choses belles, les connexions significatives dans nos vies. Tout ça n'a jamais changé. Alors, j'invite tous ceux qui avaient perdu espoir à reconnecter en dedans d'eux autres. Toutes ces choses-là se trouvent déjà là. Il manque rien. Le coffre à outils est complet. Il suffit de tendre la main, de prendre l'outil, et puis on fait abstraction du rideau et on brille. Fait que tu commences à parler en termes d'élévation de conscience, Claude. Samuel, toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que l'être humain, rendu où on en est, a besoin d'avancer, de monter d'un niveau, ou c'est juste d'avoir des approches différentes, là? Comment tu... Ben, c'est parce que les citoyens, ceux qui votent, ils s'en crissent de ça, là. Je m'excuse, là, mais c'est parce que les autres, là, ils ont entendu qu'ils pouvaient avoir entre 4 et 600 piastres. Ils sont venus tout excités. Puis j'en suis convaincu qu'il y a des gens qui ont changé leur vote. Leur vote, si précieux, là. Hein, on leur demande une fois par 4 ans, là, ce qu'ils pensent de l'équipe en place. Puis ils renouvellent le contrat, eux autres. Parce qu'ils ont été promis à 4 ou 600 piastres pour 4 ans, là. C'est ça, tu sais, quand je dis que tout le monde est achetable, c'est juste le prix. Tu penses vraiment que ça a un impact? Ah, tabarouette. Hey, ils savent tellement que ça a un impact à part de ça. C'est comme une semaine d'ouvrage pour le moyen journalier, le petit journalier. Parce que tu n'as pas besoin de réfléchir. On vient te dire, regarde, j'ai une solution pour toi, je vais t'envoyer 600 piastres pour les fêtes. Fait que les gens, là, puis c'est suffisant. Le niveau des gens là, avec qui tu peux parler de politique, puis à ceux qui peuvent s'intéresser à ça, là, et puis avoir des arguments solides là, pour mettre à la porte un parti ou c'est pas, on n'est pas très connaissant en politique là. La moyenne des gens est pas très connaissante là-dedans. Là. C'est facile de démêler. Moi, j'en ai fait du porte-à-porte. C'est pas rare que quelqu'un va te poser une question par rapport à un enjeu municipal. Tu te présentes pour un candidat qui veut se présenter aux élections du Québec ou du Canada, puis on te parle, oui, mais le lampadaire que sa rue, il est clair dans la chambre de mon enfant. Alors, c'est des enjeux municipaux. Les gens savent. Il y a beaucoup de personnes là, qui font même pas la différence entre les trois. Tu leur poserais des questions. Il y en a qui mélangeaient Poilièvre avec le Parti conservateur du Québec. Je veux dire, je ne l'invente pas. Alors, quand tu leur dis que tu vas leur envoyer de 4 à 600 piastres et c'est ça qui tourne en loupe à LCN à tous les 20 minutes par la suite, la madame qui est devant son écran, qui est hypnotisée par ce qu'il vient de dire, ben, elle trouve ça bien correct.
$600 pour elle, là, c'est deux grosses épiceries. Alors, non, on n'est pas là. Puis, même si moi, j'en aurais pas souffert des mesures, juste avec ce qu'ils ont fait subir aux enfants et aux personnes âgées vulnérables, là, en position de vulnérabilité, là, aux enfants de la DPJ là, qui étaient enfermés dans des salles, là, pas de fenêtres, là, jamais j'aurais été capable de voter pour quelqu'un qui était à l'Assemblée nationale et qui était d'accord avec ça. Mais ces gens-là, ils ne sont pas élevés dans leur niveau de conscience. Ils ramènent tout à eux, puis ils passent un autre appel par la suite, une fois que leur X est fait. Donc non, moi, je sais, la grande révélation depuis 2 ans et demi, c'est de savoir, moi, qu'il y a du monde qui pense vraiment en fonction d'un schéma là, de pensée qui est autre que le mien. J'ai appris que dans Blainville, il y a 6000 communistes. Il y a 6000 personnes à Blainville, t'imagines, là. On a toutes des grosses maisons. On a au moins 2 voitures, une piscine, 2 thermopompes, souvent un chalet. On va travailler avec notre voiture, on revient avec notre voiture, il y en a qui passent jusqu'à 3 heures par jour dans le trafic. C'est des gens qui auraient voté le Parti de Québec solidaire. Voyons donc, les gens sont vraiment pas en accord avec... Non, oublie ça. Moi, j'ai perdu confiance pour ça. Il faut revenir à des trucs très, très, très basiques si on veut intéresser les gens à faire un X dans un rond. Très, très, très basique. Parce que sinon, on les perd. Mais il y a juste 13% qui ont voté pour Duhem, donc tu dirais-tu que est-ce que tu irais de façon, je dirais, simpliste de dire il y a juste 13% d'éveillés ou c'est pas tout à fait comme ça? J'imagine que... Réponds-moi donc à ça. Hein. Non, il n'y a pas 13%. Moi, je le dis, il y a des gens qui ne sont pas allés voter. Nous ne sommes pas que ça. OK? Si dans une manifestation, tu peux réunir 100 000 personnes, ça veut dire qu'il y a au moins 1 million de personnes au Québec qui endossent cette manifestation-là, mais qui n'ont pas pu se pointer. Pour chaque personne qui manifeste, il y en a au moins 9 autres qui ne sont pas venus parce qu'il n'y avait pas de gardienne, pas d'argent, parce que leur conjoint ne voulait pas, ou parce que pour plein de raisons, qu'il est en Abitibi, la marche a lieu à Montréal. C'est certain que on peut multiplier par 9. 9 personnes de plus, donc multiplié par 10. Alors moi, je sais très bien qu'il n'y avait pas 500 000 personnes qui étaient en désaccord avec ça, tout ça, mais il y a du monde qui ont voté autre chose que Éric, qui n'étaient pas en accord non plus, qui ont voté d'autres choses. Et il faut le dire, là, on va appeler les choses par leur nom. L'histoire des taxes non payées d'Éric, lui, ont fait perdre des sièges et son entrée à l'Assemblée nationale. Le problème est venu à partir de ce moment-là. Éric a dû travailler très, très fort. Il y avait le vent d'en face, pas à peu près. Ça, ce truc-là qui lui est venu a fait perdre, je suis convaincu, des votes qui auraient permis au PCQ d'être premier dans certaines circonscriptions et puis de rentrer à l'Assemblée nationale. Il en fallait juste un pour rentrer à l'Assemblée nationale. Il paye des gens. Il disait que la CAQ a 4 employés à temps plein pour fouiller dans les poubelles. Ils ont 400 employés. Ils peuvent se le permettre, Dan. Dernier tour de table. On y va avec Claude. Vas-y donc. Est-ce que Duhem... tu corrobores ce que Sam dit, que les coups bas ont nuit beaucoup ou bien on a eu le score qu'on mérite, sa distance avec sa masse électorale, etc. Comment tu vois ça, là, vraiment, si tu me zoomes là-dessus? En fait, je suis à mon point de vue, avec un point de vue un peu différent, dans le sens que je suis continuellement dans les nouvelles. Donc, je vois des choses qui sortent à gauche, à droite, puis je vois dans les médias sociaux des gens qui veulent améliorer les choses, mais qui n'ont pas nécessairement les outils. Puis je vois des gens qui, en politique, disent on va aller à l'Assemblée nationale pour changer les choses. Mais en bout de ligne, avant que les choses changent à l'Assemblée nationale, je vois plein de choses changer chez les gens eux-mêmes et dans leur environnement. Et ça finit par avoir un impact sur la société. L'innovation n'a pas arrêté, la créativité n'a pas arrêté, la culture d'excellence n'a pas arrêté. Donc, dans ce sens-là, je le vois moins comme un monde polarisé qu'un monde avec un infini potentiel qui ont besoin du moins de red tape possible. Puis dans le red tape, les choses qui alourdissent inutilement, on retrouve entre autres les mesures COVID, on retrouve entre autres des mesures fiscales qui sont désavantageuses pour des petits entrepreneurs comparés à des transnationales qui, eux, ont des avocats, ils ont tout ce qu'il faut pour répondre à des agendas de développement durable, des agendas climatiques, des taxes carbone, des obligations nouvelles
en rapport avec l'éthique, en rapport avec des choses qui finalement alourdissent inutilement la société, mais entretiennent divers niveaux de technocratie à l'intérieur du gouvernement. Or, les 125 qui s'en vont représenter leur circonscription en principe, ils vont avec leur parti qui les a bâillonnés et menottés. Il n'y a personne à la CAQ qui va pouvoir dire autre chose que le chef, sinon il risque de ne pas pouvoir faire partie du Conseil des ministres ou alors d'avoir une épaule très froide lorsqu'il va demander des choses pour sa circonscription. Alors, il est absolument forcé de ne rien dire, de toujours sourire, de jouer un peu à la potiche. Et je sens qu'à ce niveau-là, le Québec en a assez. On veut voir des vrais humains, des gens qui ont le sang chaud, des gens qui sont capables d'utiliser le verbe pour protéger, défendre et faire grandir le peuple de toutes les manières possibles. Si les gens qui sont déjà élus se sentent l'âme de ce que ça prend pour arriver là, tant mieux. Seulement moi, dans les campagnes, j'ai pas vu que les candidats caquistes ont développé ce côté-là en eux, ou alors ils l'ont moins montré, mais je me suis pas laissé séduire ni par leurs mots, ni par leurs actions, donc il y a peut-être une raison à ça. Donc, pour revenir un peu à ce que Sam disait, il y a des gens qui, effectivement, auraient besoin d'un rattrapage au niveau de la littératie et de la littératie politique afin de mieux faire correspondre leur jeu de préférence avec le grand jeu social. Mais pour arriver là, il faut une volonté qui vient de la personne. Je pense que le résultat qu'on a là va amener des conséquences qui vont peut-être brasser certaines personnes afin qu'elles fassent l'effort individuel d'aller sur YouTube, sur des chaînes où ils vont jamais, sur Rumble, sur Odyssey, sur BitChute, afin d'élargir leur vision du monde, afin que tout ne soit pas pour la CAQ ou contre la CAQ, ou pour un chèque ou pas de chèque, mais bien comment est-ce qu'on articule l'excellence en toute chose dans une société qu'on fait nôtre. Notre coin du monde, on le transforme, il n'est jamais le même. Il n'est pas le même qu'il y a 1 heure, puis il n'est pas le même qu'il y a 1 an. Donc, il faut imaginer que dans 1 heure ou 1 an, c'est un peu nous qui allons l'avoir changé aussi. Donc, qu'est-ce qu'on amène en dedans de nous? Quel loup on nourrit afin que notre société autour de nous commence à ressembler à la plus haute version possible de nos préférences? Et je suis quelqu'un qui a évidemment de l'espoir, puis je sais que Sam, t'es pareil à moi à ce niveau-là, là. Mais en même temps, je vois un infini potentiel où est-ce qu'on pourrait objectivement voir un réel problème aussi, parce qu'il y a effectivement un problème. Alors moi, je préfère dans ces temps-là dire, bon, il y a un problème, on l'a vu, on l'a identifié, on tasse ça parce qu'on avance. Le train, il avance, c'est le train de l'espoir, de la créativité, de l'intelligence, de l'intellect, du discernement, du respect. On arrive avec ça, on ne se tassera pas, on a une lumière, puis on veut que ça shine. On va aller écouter Sam. Sam, écoute, y a-t-il de l'espoir au Québec? Oui, il y a de l'espoir, mais il va falloir qu'on travaille. C'est pas vrai qu'on va laisser les autres tout faire, tout décider. Moi, j'ai décidé que j'étais pour m'impliquer dans ma mesure, mais j'étais pour le faire. Et puis, ça passe par la communication. Ça va passer également par du jus de bras. Puis, il va falloir appuyer. Si on veut y aller avec le volet, vous savez, il y a le volet médiatique. Celui-là, quand on anime des blogs, qu'on diffuse, qu'on crée des radios, c'en est un. C'en est un, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et on a le choix, l'opportunité d'encourager. Il y a le volet juridique. Le volet juridique, on a manqué notre coup, mais on s'est essayé. Et puis, il y en a encore qui bûchent de ce côté-là. Alors, bravo. Puis moi, je continue à parler d'eux autres, à faire parler ces avocats-là qui veulent et puis à encourager financièrement, si c'est possible, de le faire. Il y a le volet également politique. Et le volet politique, je pense que je m'assume pas mal. J'ai pas honte de dire quel parti ou quelles idées auxquelles j'adhère. Et je l'avoue, je ne serai jamais d'accord à 100% avec un parti ou avec quelqu'un dans un parti. Puis c'est normal, c'est bien correct comme ça. Par contre, là, il va falloir que dans nos régions, si on sait qu'il y a des réunions, si on sait qu'il y a du travail qui se fait, il va falloir s'impliquer. Et puis participer à ces rencontres-là, participer à élever le débat également en permettant à tout le monde de parler.
Et puis, en prenant les meilleures idées, puis en cachant les mauvaises, en disant, ben les mauvaises, ça ne sera pas pour cette fois-ci, ou en tout cas, ce ne sera pas eux autres là, auxquels les gens vont adhérer, faire connaître le programme et y participer, mais ne pas attendre qu'un parti nous propose quelque chose. Soyons les gens qui allons demander à ce qu'on propose des choses, et puis impliquons-nous. Et ça peut se faire d'une façon très citoyenne. En tout cas, moi, j'y crois. Mais c'est beaucoup de travail. Et puis, c'est pas vrai que c'est 30 jours avant une élection qu'on devrait se faire proposer des choses et dire, ben, vous savez quoi, moi, je choisis tel parti en raison de telle proposition. Soyons ces gens qui proposent. Alors, c'en est fait pour l'émission de radio Dan Pilon Live. Alors, les auditeurs de Dan Pilon Live, je vous souhaite un très bel après-midi. Je vais aller vous jaser tantôt. Et puis, je vous laisse avec la programmation musicale à l'instant. Au revoir. Et on va clore ici avec M. Samuel et M. Claude. Merci les gars d'avoir participé. Et puis, on est encore en direct. Mais merci Dan. La vidéo tourne encore. Donc, mais là, on n'est plus à la radio. On n'est plus à la radio. C'est la première. Merci beaucoup, les gars. Puis, merci à Julie qui a quitté, mais je la remercie quand même. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous ce midi. Puis, on remet ça. Ça va me faire plaisir. Merci, Claude Génina. Merci. Bonne journée, tout le monde. Merci, Sam. Merci, Julie. Bye. Merci, Dan. Salutations.